Alors, notre premier orateur est le professeur Éric Salmon. Éric Salmon va nous parler de la fin de vie, contribution des neurosciences. Il est professeur dans le service de neurologie au CHU de Liège. Il a une formation extrêmement vaste. Il est docteur en sciences biomédicales, spécialiste en médecine nucléaire, agrégé d'enseignement supérieur, bien sûr. Il est directeur médical du GIGA, Centre de recherche du cyclotron Vivo Imaging de l'Université de Liège. C'est un spécialiste de la mémoire. D'ailleurs, il est coordinateur du Centre de la mémoire. C'est également un spécialiste de la prise en charge des malades souffrant de maladies d'Alzheimer. Je l'ai déjà entendu parler, faire des conférences remarquables sur le sujet de la maladie d'Alzheimer, en dehors de tout contexte de vie sur la maladie d'Alzheimer et les moyens qu'il utilisait pour aider ces malades. Donc, il a certainement une compétence toute particulière pour aborder le sujet qu'il a choisi et que je répète, qui est donc la fin de vie, contribution des neurosciences. Monsieur Salmon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Donc, le sujet de la contribution des neurosciences va être un sujet que je vais aborder notamment avec les nouveautés que l'on a en termes de diagnostic et en termes de possibilités d'exploration. Et dans le domaine des neurosciences et de la neurologie, la première chose que nous connaissons, c'est la mort cérébrale. Et donc là, qu'on a appelé le coma dépassé, ce qui n'est pas inintéressant puisqu'on reviendra à cette discussion, le coma faisant partie de particularités dans la loi sur l'euthanasie. Et on considère donc qu'il y a une perte permanente dans ce cadre-là, donc totale, définitive, c'est ce que l'on doit démontrer, d'une activité cérébrale et du coup de la capacité de conscience, et je reviendrai à ça parce que ce sera le domaine de la conscience que je me permettrai d'évoquer dans cet exposé, ainsi qu'une perte de fonction du tronc cérébral, donc de nos fonctions végétatives, et du coup cela ne permet plus le fonctionnement normal cardiaque, le fonctionnement normal de la respiration, et on doit rechercher, notamment sur l'électroencéphalogrammes et sur des électroencéphalogrammes, l'absence d'une activité cérébrale, et le cas échéant, ce que l'on fait rarement, mais dans la recherche ça a été important, une angiographie signe qu'il n'y a plus de circulation cérébrale. Et donc pour vous illustrer cela, voilà à quoi correspond l'image du métabolisme normal par tomographie et émission de positons chez un sujet de contrôle. Et lorsque on essaye de rechercher l'activité cérébrale lors d'une mort cérébrale, il n'y a effectivement plus aucune activité. Et le tracé électroencéphalographique est un tracé électroencéphalographique qui est plat, que l'on doit faire pendant une durée suffisante de près d'une demi-heure, répéter le tracé, pour finalement en arriver à l'idée qu'on a bel et bien une mort cérébrale. Alors, tout proche de cela, puisqu'on a parlé d'un coma dépassé, s'il peut être dépassé, c'est qu'il n'est pas toujours dépassé. Et donc, la loi de l'euthanasie s'est appliquée notamment à cette situation particulière de coma, où au moment où la personne pourrait demander une euthanasie, elle n'est plus en état de s'exprimer, et donc n'est plus en état de formuler cette euthanasie. Et donc, ce qui est maintenant autorisé, et ce qui a été, je dirais, longuement discuté, et M. le Président l'a évoqué, c'est donc que toute personne capable de donner sa décision, de donner son avis, peut donc faire une déclaration anticipée dans l'hypothèse où survienne un coma
et donner la possibilité à quelqu'un à qui il délègue cette possibilité et à un médecin de pratiquer une euthanasie dans cette condition particulière. Alors, du coup, si on en parle, l'intérêt des neurosciences, c'est d'essayer de préciser des définitions. Et donc, dans les définitions qu'on peut donner, le coma, c'est donc une perte de connaissance. Et donc, par là, deux choses importantes, c'est une perte de vigilance, donc la conscience en tant qu'être éveillé, mais également, et nous y reviendrons, une perte de conscience vis-à-vis de notre relation à l'environnement. Et cette perte-là n'est donc pas réversible malgré toutes les stimulations que l'on peut appliquer à la personne. On considère donc que c'est une abolition de la vie de relation, et donc j'en viens là à cette notion de conscience, mais également de relation en termes de sensibilité, puisqu'on essaye de susciter des stimuli pour faire réagir des personnes qui ne réagissent pas. Et ce qui différencie bien entendu de la définition de la mort cérébrale, c'est en revanche que les fonctions végétatives, les fonctions généralement, je dirais, des structures plus profondes, sont bel et bien maintenues. Alors, les neurosciences ont permis de faire beaucoup d'examens, et donc je reprends ici une diapositive de notre collègue Stephen Lorace, qui a beaucoup travaillé sur le coma. Et donc, de nouveau, par rapport à des sujets normaux, ceci est une coupe sagittale, donc en voyant le cerveau de face médiane et de côté, avec sa partie frontale ici, avec sa partie postérieure ici. Cette région est appelée le gyrus singulaire postérieur et est extrêmement importante pour la mémoire et la conscience. Et vous voyez que dans ces états végétatifs, où il n'y a plus que des réponses végétatives, l'activité est extrêmement faible. Cependant, l'évolution, là aussi, des neurosciences continue, et donc cet état qu'on a appelé un état végétatif, les chercheurs en fait en ont modifié la dénomination, et à l'heure actuelle, on l'appelle plutôt un syndrome d'éveil sans réponse. Et donc vous voyez là effectivement la transition qui peut se faire. Pourquoi est-ce que cette transition se fait? Parce qu'un autre état existe qui devient un état de conscience minimale, où justement la sensibilité vis-à-vis de l'extérieur et la relation, et donc la réponse à l'extérieur, commencent à apparaître. Et donc là aussi, il y a tout un débat sur l'apparition du niveau de la conscience. Alors, l'expansion, je dirais, de nos recherches et de notre travail se fait donc également dans ce contexte, notamment de la loi sur l'euthanasie. Et donc la question peut être, voilà, quand on parle de démence, est-ce que l'on va avoir conscience ou pas conscience chez des personnes présentant une démence? Pourquoi c'est important? Et c'est important parce que, de nouveau, si on reprend cette notion d'euthanasie, donc une des notions de fin de vie que j'aborde ici, parmi toutes celles qui pourront être discutées, le médecin doit la réaliser lorsque la personne qu'il demande, et qui du coup est un patient, parce qu'il faut le demander quand il y a une pathologie suffisamment grave, doit être capable, donc la notion de capacité, j'y reviendrai, donc il doit pouvoir comprendre ce que l'on dit, ce qui va être fait, et donner son avis éclairé, et il doit être conscient au moment de sa demande. Et chose également importante, c'est que la demande est formulée de façon volontaire, donc il faut bien une conscience et une présence pour la formuler. Elle doit être réfléchie, donc il faut une capacité de réflexion sur l'action et sur soi-même, et elle doit être répétée, ce qui signifie bien qu'il faut à chaque fois que la demande soit la même. Et bien entendu, si de fois en fois la demande varie, on n'aura plus effectivement cette notion de répétition. Et puis, bien entendu, mais ce n'est pas négligeable, il faut se trouver dans une situation médicale particulière, avec une souffrance physique ou psychique, et il faut que cette condition soit incurable et grave. Alors, dans l'évolution de la démence, et notamment de la maladie d'Alzheimer, on a fait énormément de changements et de progrès dans cette définition,
Et c'est à ça que je voudrais accorder les prochaines diapositives. En fait, les nouvelles définitions nous amènent à reconsidérer les stades différents de la maladie d'Alzheimer, et ceci va être l'exemple le plus simple, en fait. On considère désormais qu'il y a une maladie d'Alzheimer présymptomatique chez des individus qui sont destinés à développer une maladie d'Alzheimer, mais qui n'ont aucun symptôme, parce qu'ils ont une mutation particulière, et que cette mutation dans des familles va inéluctablement mener à une maladie d'Alzheimer. Et donc on définit quelque chose de tout à fait nouveau, mais c'est une maladie d'Alzheimer, puisqu'effectivement, je dirais, toutes les familles affectées conduisent, je dirais, à une présence de symptômes après un certain temps. Et donc on se retrouve ici, en fait, dans une condition qu'on connaît déjà très bien avec la maladie de Huntington, où là également on peut parfaitement définir, chez un individu qui ne présente aucun symptôme, qu'à un certain âge un peu plus tardif, il présentera peu ou prou des symptômes de la maladie. Et donc ça modifie fortement notre approche de médecin, puisque nous allons là être confrontés à la demande possible de quelqu'un qui, sans aucun symptôme, peut très bien nous demander une fin de vie. Et en fait, ça va maintenant plus loin, parce que dans les nouvelles définitions qui ont été proposées, la maladie d'Alzheimer est maintenant définie par des biomarqueurs. Et l'on considère que puisque nous sommes désormais capables du vivant de la personne de déterminer s'il y a accumulation anormale d'amyloïdes, accumulation anormale de protéines tau, ce sont les deux caractéristiques qui définissent en neuropathologie la maladie, et comme on peut les caractériser du vivant de l'individu, on a maintenant des définitions qui sont des définitions d'un stade préclinique. Et donc désormais on définit un stade clinique quand il y a un phénotype, donc quand des personnes présentent des problèmes de mémoire, ou bien un phénotype atypique. On peut avoir uniquement des problèmes de langage dans une maladie d'Alzheimer, mais ça, ce sera la phase clinique. Mais on définit maintenant des stages précliniques. Et donc, en termes de préclinique, eh bien, je vous ai déjà expliqué la possibilité donc, de cette anomalie chromosomique et d'avoir effectivement dans la famille une forme familiale, mais le fait aussi de reconnaître que l'on a des marqueurs visualisés au niveau cérébral permet de dire qu'il y a déjà une pathologie de type Alzheimer. Pas une maladie, il n'y a pas encore de signe clinique, mais signe de pathologie. Et lorsque un seul des marqueurs est présent, on pourra parler d'une forme asymptomatique à risque de développer une maladie d'Alzheimer. Alors, le côté important et qui semble intéressant, c'est que du coup, c'est probablement à ce moment-là qu'il faut décider de mettre toutes nos recherches en œuvre, parce que c'est là qu'on pourra modifier la maladie, pas quand elle est déjà apparue depuis de nombreuses années, mais d'un autre côté, en termes de réflexion sur la fin de vie, on en arrive bien entendu à de grands questionnements. Donc voilà une illustration de la distribution normale d'amyloïdes dans le cerveau, où en pratique, on n'en voit pas du tout au niveau du cortex, et puis deux types de présentation, où sur les mêmes coupes que ce que je vous ai montré maintenant, il y a une accumulation extrêmement importante d'amyloïdes qui signe chez ces personnes, en tout cas une pathologie dont on sait qu'elle est caractéristique de la maladie d'Alzheimer. Alors, donc, chose importante, c'est du coup que la loi sur l'euthanasie est applicable à la maladie d'Alzheimer préclinique, puisque ces personnes sont capables, elles ont demandé pour passer un examen, elles sont conscientes, et donc tout s'applique. Et donc dans ce cas présent, on a effectivement la difficulté de la discussion, mais la fin de vie peut très bien être demandée par ces personnes. Alors, ce qui va être plus difficile, ça va être dans la forme clinique de la maladie d'Alzheimer, puisque dans la forme clinique de la maladie d'Alzheimer, on va devoir décider est-ce que la personne qui présente une maladie d'Alzheimer est toujours capable et toujours consciente. Alors, passons d'abord à la capacité, et là, effectivement, j'en reviens à ce que disait Monsieur le Président, on a, je dirais, des conventions de biomédecine,
Et si nous voulons soumettre des patients, cette fois-ci avec une maladie d'Alzheimer clinique, à une intervention, on doit avoir effectivement un consentement informé, donc ils doivent être capables, je dirais, de comprendre ce que l'on demande. Ils doivent donc avoir une information qui est appropriée. Appropriée, c'est-à-dire aussi appropriée à ce qu'on leur demande et qu'ils le comprennent, qu'ils ne soient pas dans un jargon. Et ils doivent savoir qu'ils peuvent à tout moment décider de se retirer d'une expérimentation qui ne leur convient plus. Une autre chose extrêmement importante, et de nouveau j'en reviens à ce qu'on a dit, c'est la loi sur les droits et les devoirs et la protection des patients. Et donc là-dedans, dans ces nouvelles règles, revient la protection judiciaire. Et donc une personne vulnérable peut décider de désigner un mandataire qui va prendre pour lui, je dirais, des décisions qu'il ne se sent plus capable de prendre. Mais si ce n'est pas possible également, on peut décider par protection judiciaire de savoir s'il y a une incapacité. Et décider d'une incapacité se fera par une évaluation neurocognitive pour savoir si oui ou non elle peut être capable de gérer des biens, de gérer la prise de médicaments, de gérer une vie en général. Et donc tout cela va nous amener au contexte d'administration provisoire. Donc toute cette notion de capacité est bel et bien déjà discutée dans plusieurs projets. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant et pour moi, je dirais remarquable, c'est que l'incapacité, donc la non-capacité de pouvoir décider, de comprendre et de prendre une décision, elle n'est pas directement déduite du diagnostic de démence. Donc, il y a une sorte d'antinomie où le fait du terme de démence, qui au départ pourrait imaginer perte d'esprit et perte de capacité, mais non, pas du tout. Je dirais, la définition actuelle de la démence, qui est une définition neurologique, n'empêche pas du tout la personne de pouvoir être au début d'une démence en pleine capacité et d'avoir parfaitement, je dirais, le droit. Sinon, on n'aura plus de recherche de la maladie d'Alzheimer. Et donc, cette évaluation de capacité va donc demander une série de questions. Donc, est-ce que la personne a les capacités pour comprendre la situation, prendre la décision, comprendre le bien fondé et en voir les conséquences? Et donc, tout ça, nous devons, et nous avons maintenant, je dirais, l'obligation, et nous le faisons de toute façon, je dirais, de bien définir ça chez chacun de nos patients. Alors ça, c'est pour la capacité. Et puis maintenant, revenons à la conscience. Et donc, la question, effectivement, c'est est-ce que nos patients avec une démence, et avec notamment une maladie d'Alzheimer, et potentiellement, je dirais, un stade sévère, sont conscients. Et là, je trouve extrêmement intéressant de revoir, effectivement, la notion, en français, la conscience, je dirais, est un mot un peu unique, alors qu'on sait qu'en anglais, on peut avoir la notion d'une part, awareness, et d'autre part, de consciousness. Et donc, je vais essayer de développer juste rapidement les derniers concepts qui nous semblent intéressants dans ce type de recherche, et c'est notamment le concept de conscience de soi. Que nos patients avec une démence soient conscients, c'est une évidence. Ils sont présents, ils sont là. La question est plutôt de savoir, effectivement, est-ce que ce niveau de conscience est suffisant pour, quelque part, considérer qu'il y a encore, je dirais, une personne derrière la personne démente. Et c'est exactement le concept de self qui est revenu. Je ne vais pas vers un discours freudien, mais on a maintenant la possibilité d'aborder en neurosciences la notion du self. Et donc, ce self est un concept qui est multidimensionnel, notamment, par exemple, je peux l'exprimer comme étant un agent, c'est moi qui suis ici, qui vous vois et qui vous parle, mais je peux aussi considérer ici que j'ai été notamment l'élève du professeur Mounen, et je peux me demander, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de penser de ce que je raconte pour le moment, et qu'il n'aurait pas présenté de la même façon. Et donc, les différents processus qui vont déterminer ce self peuvent être conscients ou complètement inconscients. Selon le type de milieu dans lequel nous sommes, nous ne sommes pas les mêmes en étant scientifiques, qu'en étant père de famille, qu'en étant avec d'anciens camarades, ou qu'en étant dans une salle de spectacle. Donc là aussi, nous avons plusieurs facettes. Et ce qui est important, donc, c'est qu'on a du coup différents niveaux du self, et un premier niveau peut être simplement la conscience de l'action. Je suis conscient que c'est moi, effectivement, qui dois pousser sur le bouton pour éclairer,
et j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup, c'est ça. Et puis j'ai également une conscience de mes perceptions. Comment est-ce que je m'entends dans le micro pour savoir si je parle trop fort ou pas trop fort? J'ai pas besoin de réfléchir beaucoup, c'est une conscience en soi. Et puis après, on va plus loin, bien entendu, et on a des projets qui sont liés à nos valeurs, à notre histoire, et là, on va, je dirais, chercher la conscience en grand et la mémoire. Et donc ça semble particulièrement important de pouvoir dire qu'on peut avoir une conscience qui est une conscience très réflexive. Simplement le fait d'être là et de vivre ce que l'on vit, sans même y penser, est déjà une forme de conscience. Et puis, la conscience devient réflexive, et donc nous avons la capacité de réflexion sur nous-mêmes lorsqu'effectivement on interroge nos propres comportements. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce type de self mental qui nous représente, et notamment qui fait que lorsque dans une cocktail party on va prononcer votre nom, vous allez réagir de façon complètement inconsciente et automatique, même sans vous en rendre compte. Alors, du coup, pour reprendre la maladie d'Alzheimer, je vous dirais effectivement que puisqu'il y a plusieurs étapes et plusieurs composants dans le self, eh bien, dans notre maladie d'Alzheimer, la mémoire épisodique est diminuée. Donc cette partie-là, effectivement, elle va être perturbée et le self sera perturbé. Une connaissance générale va souvent rester, parce que même à la fin, nos patients se souviennent souvent de quel a été leur métier principal ou quelle a été leur expertise principale, et ils vont l'exprimer. Et ne serait-ce qu'en disant, par exemple, j'ai toujours été un bon conducteur, même si effectivement, à 95 ans, c'est parfois un petit peu plus difficile selon les conditions. Ensuite, il y aura une représentation des propres traits de personnalité. Et ça, quoi qu'on y fasse, si on a toujours détesté les épinards, même dans une phase qui est définitive et finale de maladie d'Alzheimer, si on vous propose des épinards, vous n'en mangerez pas. Et puis, il y a la notion d'être acteur d'un comportement, donc de se rendre compte qu'effectivement, on met quelque chose en bouche, ou qu'on a quelque chose en main pour le donner. Et ça, nous le verrons, est bien maintenu. En revanche, les capacités de réflexion sur soi, les capacités de savoir son passé, son présent et de voyager, je dirais, dans le soi, dans le temps, effectivement, est fort perturbé dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, ce qui apparaît important, c'est de dire que dans la littérature, il n'y a aucune notion de perte chez des patients avec maladie d'Alzheimer, même à un stade sévère, de la notion d'acteur d'un geste, ni de la propriété d'une sensation. Si on fait mal à un patient grabataire avec maladie d'Alzheimer, c'est lui qui a mal, et croyez bien, la sensation, c'est lui qui la ressent. Ensuite, il y a même à un stade sévère la notion que ces patients sont plus intéressés par des stimuli qui sont liés à leur propre identité. Ça peut être effectivement, je dirais, la voix de personnes qu'elles connaissent, et vous aurez un sourire qui viendra quand elles entendront, alors que d'autres personnes ne créeront absolument aucune sensation particulière. Et donc, la conclusion que je voulais tirer de cet exposé est qu'il y a probablement bien une notion de self central qui reste donc essentielle, avec des connaissances qui ont été acquises liées à soi, donc bien une connaissance de soi, élémentaire mais présente, et donc qui est préservée dans la maladie d'Alzheimer et même en fin de vie. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans cet exposé. Je vous remercie de votre attention.